et je viens. À 62 ans, Serge Gainsbourg n'était plus seulement un chanteur, ni même un compositeur. Il était devenu une légende vivante, un mythe consumé par ses propres excès. Dans sa maison du 5 Biru de Verneuil, à Paris, chaque mur semblait imprégné d'alcool, de tabac et de souvenirs. Le piano noir trônait comme un autel, les volutes de fumée dansaient dans la pénombre, et le visage de l'artiste, marqué par le temps, portait l'ombre d'une confession ultime. Car derrière le provocateur génial, derrière l'homme à la tête de chou, qui avait bouleversé la chanson française, il y avait aussi l'être blessé, celui qui n'oubliait jamais les humiliations, les rivalités, les trahisons. Gainsbourg n'était pas du genre à pardonner. Il transformait ses rancunes en chansons sulfureuses, ses colères en scandales et ses silences en blessures indélébiles. À cet âge où d'autres choisissent la sagesse, lui préférait l'aveu brut, et c'est ainsi qu'il laissa échapper 5 noms, 5 artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture. 5 figures, chacune représentant un pan de son existence. Les désaccords esthétiques, les clashs médiatiques, les incompréhensions personnelles. Qui étaient-ils, ces visages qui hantaient son regard fatigué? Étaient-ce seulement des ennemis, ou bien des miroirs déformés de ses propres contradictions? Ce récit vous emmène dans les coulisses d'un génie en guerre, avec son époque et avec ses contemporains. 5 noms, 5 histoires, 5 éclats d'un miroir brisé qu'il a choisi de brandir comme son dernier défi. Numéro 5. Michel Sardou. Au tournant des années 70, la chanson française se divise en 2 mondes. D'un côté, Michel Sardou, figure d'une France conservatrice, attachée aux valeurs traditionnelles, aux récits familiaux et aux hymnes populaires qui remplissent les stades. De l'autre, Serge Gainsbourg, l'enfant terrible, celui qui déstructure la chanson, la rend sensuelle, provocatrice, parfois scandaleuse. 2 univers que tout oppose, mais que la même époque condamne à se croiser. Sardou triomphe avec ses refrains fédérateurs. Les lacs du Connemara, la maladie d'amour. Son style plaît à un public large, de toutes les générations, qui y retrouve une image rassurante de la société. Gainsbourg, au contraire, s'attaque au tabou. Il joue avec les codes de la sexualité dans « Je t'aime, moi non plus », il détourne la Marseillaise en reggae dans « Aux armes » et « Caïtra ». Là où Sardou rassure, Gainsbourg déstabilise. Leurs chemins s'entrelacent dans les médias. Dans les années 1980, alors que Gainsbourg multiplie les excès et s'affiche avec son verre de pastis à la télévision, Sardou incarne le chanteur sérieux, professionnel, presque paternaliste. Les journalistes adorent les opposer. L'un est l'image de la respectabilité, l'autre celle de la transgression. Pour le public, ce contraste devient presque un spectacle en soi. Gainsbourg ne cache pas son agacement. Dans des entretiens, il décrit Sardou comme « bourgeois », un adjectif qu'il prononce avec un mélange de mépris et d'ironie. À ses yeux, Sardou incarne une France immobile, incapable d'accueillir la modernité et la subversion qu'il défend. Sardou, de son côté, considère Gainsbourg comme un provocateur sans limite, jouant trop souvent avec le scandale pour masquer ses excès. Cette rivalité ne s'est jamais transformée en affrontement direct sur une scène ou dans un débat public explosif. Mais dans le silence des interviews, dans les pics lancés à demi-mot, on sentait une tension sourde, comme 2 aimants inversés qui ne pouvaient jamais se rapprocher. Pour Gainsbourg, Sardou représentait cette part de la France qu'il ne pouvait souffrir, celle des certitudes, des dogmes, des bonnes manières figées. En le plaçant dans cette liste intime d'artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, il ne désignait pas seulement un homme, mais tout un symbole, celui d'une chanson qu'il jugeait trop sage pour un monde qui, lui, avait besoin d'être bousculé. Si Serge Gainsbourg et Michel Sardou n'ont jamais échangé de coups de poing sur un plateau télé, leur rivalité s'est pourtant nourrie de 1000 petites piques, parfois discrètes, parfois venimeuses. Dans les colonnes des journaux, dans les micros tendus par les radios, leurs noms revenaient souvent côte à côte, comme les 2 pôles d'un même aimant. L'un attirant le grand public par la stabilité, l'autre le dérangeant par la provocation. Sardou, fidèle à son image d'homme droit et franc, ne mâchait pas ses mots quand il évoquait Gainsbourg. Il lui reprochait ses provocations gratuites, ses dérapages à la télévision, son goût pour le scandale, qui, selon lui, effaçait le talent d'un compositeur pourtant brillant. Dans ses confidences, Sardou voyait en Gainsbourg un clan triste qui dilapidait son génie dans l'alcool et la provocation.
Gainsbourg, de son côté, n'était pas en reste. Pour lui, Sardou était l'archétype de ce qu'il méprisait. Un chanteur de bonne famille, trop sérieux, trop convenable, trop conforme. Dans son humour caustique, il glissait souvent des sous-entendus, des remarques acerbes, parfois enveloppées d'une ironie mordante. Il se plaisait à opposer son univers décadent, enfumé, sensuel, à celui de Sardou qu'il décrivait comme figé, presque institutionnel. Ce duel, bien qu'indirect, passionnait la presse. Les journalistes entretenaient l'opposition. Sardou, le gardien des valeurs, face à Gainsbourg, le dynamiteur des codes. Chaque nouvelle sortie d'album, chaque prestation télévisée ravivait la comparaison. Le public, lui, se divisait. Certains voyaient en Sardou le porte-voix de la France silencieuse, celle qui refusait la décadence. D'autres considéraient Gainsbourg comme l'avant-garde, le miroir impitoyable d'une société en mutation. Pour Gainsbourg, cette fracture allait bien au-delà d'un simple désaccord artistique. Sardou représentait, dans son esprit, l'antithèse de sa mission. Non pas chanter pour rassurer, mais chanter pour troubler. Ainsi, l'animosité entre les deux hommes dépassait la sphère personnelle pour toucher au symbolique. Sardou devenait le totem d'une chanson française traditionnelle, contre lequel Gainsbourg brandissait son étendard de subversion. À 62 ans, quand il dressa cette liste de 5 noms, Serge ne cherchait pas à régler des comptes de manière mesquine. Il voulait plutôt rappeler les batailles qu'il avait menées, les visages qui personnifiaient ses combats idéologiques. En citant Sardou, il désignait moins un homme qu'une France entière, celle des refrains carrés, des convictions solides, des certitudes inébranlables. Une France qu'il n'a jamais pu accepter. Numéro 4. Françoise Hardy. Au début des années 60, la scène française s'enivre d'un souffle nouveau, celui du mouvement yéyé. Dans les magazines pour adolescents, sur les ondes d'Europe 1, les visages de Françoise Hardy, Sylvie Vartan ou encore Sheila incarnent une jeunesse douce, romantique, propre sur elle. Françoise Hardy, silhouette élancée, regard mélancolique et voix fragile, devient rapidement une idole. Ses chansons, comme Tous les garçons et les filles, captivent par leur sincérité timide, offrant une image d'innocence quasi virginale. Face à cette vague de fraîcheur, Serge Gainsbourg apparaît comme un électron libre. Il n'a ni la gueule d'ange, ni la naïveté calculée du yéyé. Lui, c'est l'homme à la tête marquée, aux phrasés ironiques, qui cherche non pas à séduire, mais à troubler. Alors que Françoise Hardy fait rêver des millions de jeunes Français avec ses histoires d'amour adolescentes, Gainsbourg compose des chansons pleines de double sens, d'ironie acide, de sensualité dérangeante. Leurs trajectoires se croisent dans les coulisses d'émissions télévisées, de studios d'enregistrement, de soirées parisiennes. Hardy, poli et réservé, se tient toujours à distance du scandale. Gainsbourg, lui, en fait sa matière première. Cette opposition de tempérament saute aux yeux. Les journalistes adorent les placer face à face, la muse sage et le provocateur impénitent. Gainsbourg ne manque pas de se moquer, parfois ouvertement, de la fadeur qu'il percevait dans la musique yéyé. Pour lui, ce courant représentait une forme de pop stérile, sans profondeur, destinée à plaire aux adolescents, mais incapable de survivre à l'épreuve du temps. Ses propos visaient implicitement Françoise Hardy, symbole de cette esthétique qu'il rejetait. Hardy, de son côté, observait Gainsbourg avec méfiance. Elle reconnaissait son talent d'auteur, mais ne supportait ni ses excès, ni son goût pour le scandale. Pour une artiste comme elle, attachée à la sobriété, au raffinement, à l'introspection, la vulgarité apparente de certains textes de Gainsbourg constituait une provocation inutile. Cette distance artistique devint peu à peu un mur invisible. Dans l'esprit de Gainsbourg, Françoise Hardy incarnait cette jeunesse sage qui ne l'avait jamais acceptée. Dans celui de Hardy, Serge représentait l'exact contraire de ce qu'elle cherchait à défendre. La sincérité sans provocation. Deux icônes de la chanson française, deux mondes que tout séparait et que la même décennie contraignait pourtant à cohabiter. Avec le temps, la divergence entre Serge Gainsbourg et Françoise Hardy devint plus qu'une simple différence de style. Ce fut une fracture profonde, presque philosophique. Hardy, fidèle à son image d'artiste pudique et élégante, cherchait dans la chanson une forme de vérité intime, une sincérité dépouillée de tout artifice. Ses textes exprimaient des émotions universelles avec une simplicité touchante. Elle ne concevait pas la musique
comme une provocation, mais comme un miroir discret de l'âme. Gainsbourg, au contraire, considérait la chanson comme un terrain de jeu où tout devait être permis. Le double sens, la sensualité, la provocation, la subversion. Pour lui, un texte devait bousculer, heurter, provoquer une réaction. Et si la société s'en offusquait, tant mieux. C'était le signe que l'art avait accompli sa mission. Cette conception radicale mettait Hardy mal à l'aise. À plusieurs reprises, Hardy exprima publiquement ses réserves. Dans des entretiens, elle qualifiait certains textes de Gainsbourg de trop sulfureux, trop chargés en allusions sexuelles ou en provocations gratuites. Elle refusait l'idée que la chanson française puisse se réduire à une succession de scandales médiatiques. Ses propos n'étaient pas des attaques directes, mais ils visaient clairement le style que Gainsbourg incarnait. De son côté, Gainsbourg accueillait ses critiques avec son ironie habituelle. Loin de se sentir blessé, il en rajoutait, comme pour agacer encore plus. Pour lui, la froideur élégante de Hardy représentait une forme d'hypocrisie. Derrière les chansons sages, il percevait une peur d'affronter les zones d'ombre de l'existence. Il préférait, disait-il, allumer le feu là où les autres posent un bouquet de fleurs. Ce duel silencieux, loin des clashs spectaculaires, se déroulait dans les regards, dans les mots pesés des interviews, dans les absences remarquées lors d'événements communs. Ils ne s'insultaient pas, mais s'ignoraient. Ils ne se faisaient pas la guerre, mais s'éloignaient irrémédiablement, comme deux planètes appartenant à des orbites différentes. Ainsi, lorsque Gainsbourg dressa la liste de ces 5 artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, Françoise Hardy y figurait comme un symbole, non pas d'une haine viscérale, mais d'une incompatibilité fondamentale. Elle représentait une chanson française qu'il jugeait trop sage, trop rangée, trop timide pour refléter les vérités qu'il cherchait à crier. Elle, de son côté, voyait en lui le miroir d'un monde qu'elle refusait, un univers d'excès, de scandales et de blessures publiques. Cette distance, jamais comblée, devint définitive. Et dans ce silence entre eux se lisait toute l'opposition de deux conceptions de l'art, l'une tournée vers la pudeur et la retenue, l'autre vers la provocation et la déflagration. Numéro 3. Johnny Hallyday. Dans la France des années 60, deux figures dominent déjà les imaginaires. Johnny Hallyday, l'idole des jeunes, et Serge Gainsbourg, l'homme à la tête de chou. Pourtant, leurs trajectoires artistiques ne pouvaient être plus éloignées. Johnny incarne le rêve américain transposé en France. Blouson noir, guitares électriques, refrains simples et fédérateurs. Il fait chavirer les foules adolescentes, électrise les stades, devient le visage même d'une génération qui découvre la liberté à travers le rock. Serge Gainsbourg, lui, se place immédiatement en contre-champ. Loin de vouloir séduire les masses, il construit une carrière d'auteur raffiné, nourri de jazz, de poésie, puis de provocations sulfureuses. Il revendique le rôle de l'anti-idole. Trop laide, disait-il, pour être une star. Trop ironique pour être pris au sérieux par les foules. Là où Johnny incarne la passion instinctive, Gainsbourg choisit l'intellectuel provocateur. Les premières années, leurs univers se croisent presque naturellement. Gainsbourg écrit même pour Johnny, comme il l'avait fait pour d'autres grands interprètes. Mais très vite, les différences se font sentir. Johnny recherche des chansons qui galvanisent les foules, des refrains qu'on peut reprendre en chœur. Gainsbourg, au contraire, aime brouiller les pistes, cacher des doubles sens, jouer avec l'ambiguïté. Entre l'efficacité populaire et l'art du décalage, le mariage s'annonce difficile. Le contraste s'accentue dans leur manière d'occuper l'espace médiatique. Johnny apparaît comme un professionnel du spectacle, une bête de scène qui offre à son public une énergie brute, presque animale. Gainsbourg, lui, préfère la provocation calculée. Ses passages télévisés deviennent des performances où l'alcool, la fumée et les phrases chocs prennent le dessus. Peu à peu, une tension sourde s'installe. Johnny, bien que reconnaissant le talent de Gainsbourg, se lasse de ses provocations et de son côté insaisissable. Gainsbourg, de son côté, voit en Johnny un produit fabriqué pour les foules, une star trop soumise aux attentes du public et aux codes de l'industrie. Cette opposition entre l'idole et l'anti-idole finit par devenir une évidence dans les yeux des Français. Et derrière cette rivalité, il y avait deux visions de la chanson française, celle qui rassure et unit, et celle qui dérange et divise. Johnny Hallyday et Serge Gainsbourg, chacun à sa manière, incarnaient les deux pôles d'un même paradoxe,
l'art comme communion ou l'art comme scandale. Malgré leurs différences, il existait chez Serge Gainsbourg une forme d'admiration ambiguë pour Johnny Hallyday. Admiré, parce que Johnny représentait ce que lui n'avait jamais été, une icône physique, adulée par des foules hystériques, capable de remplir le Parc des Princes ou Bercy. Une force brute de la nature, presque mythologique, mais méprisée, aussi parce que cette même popularité lui semblait artificielle, dictée par l'industrie, fabriquée par les maisons de disques. Leur collaboration initiale, à travers quelques chansons que Gainsbourg proposa à Johnny, laissait entrevoir une alliance possible. Pourtant, les divergences apparaissent très vite. Johnny voulait des hymnes, Gainsbourg livrait des textes chargés de sous-entendus, parfois trop subtils pour la scène rock. La rencontre artistique tourna court, laissant derrière elle une impression d'incompatibilité irréversible. Dans les années 1980, alors que Gainsbourg se complaît dans ses provocations télévisées, levant son verre face aux caméras, insultant parfois à demi-mot l'ordre établi, Johnny, lui, renforce son image de star nationale. Chaque tournée est un triomphe, chaque apparition télévisée est une fête populaire. Les deux hommes deviennent ainsi des reflets opposés. L'un se marginalise volontairement, l'autre se fond dans la mythologie collective. Johnny, interrogé sur Gainsbourg, laissait transparaître un respect mêlé d'exaspération. Il reconnaissait son génie, mais le trouvait trop imprévisible, trop enclin à se saborder lui-même. Gainsbourg, de son côté, parlait de Johnny comme d'un « produit », un « symbole du show-business » qu'il ne pouvait supporter. Ces mots, acérés, creusaient un fossé entre eux. La presse, friande de rivalité, amplifiait chaque phrase, chaque pique, chaque allusion. On aimait imaginer un duel entre l'homme du peuple et le poète maudit, mais en réalité, c'était moins une guerre qu'une incompréhension mutuelle. Johnny ne pouvait tolérer que l'on transforme la chanson en scandale permanent. Gainsbourg, lui, refusait de se plier aux règles de l'idole populaire. Lorsque Serge, à 62 ans, cita Johnny parmi les artistes qu'il ne pouvait pas voir en peinture, il reconnaissait à demi-mot ce paradoxe, celui d'un homme qu'il admirait pour sa puissance, mais qu'il rejetait pour ce qu'il représentait. Johnny incarnait une star trop lisse, trop conforme, trop apprivoisée pour celui qui se voulait l'ange noir, le poète maudit d'une chanson française sans concession. En vérité, ce rejet disait moins la haine que la blessure intime d'un homme conscient de ne jamais pouvoir être aimé comme Johnny l'était. Entre l'idole et l'anti-idole, il n'y eut jamais de réconciliation, seulement le silence d'un respect contrarié. Numéro 2, Juliette Gréco. Pour Serge Gainsbourg, Juliette Gréco fut d'abord une muse inaccessible. Dans les années 50, bien avant qu'il ne devienne l'icône provocatrice que l'on connaît, il la voyait comme la grande prêtresse de Saint-Germain-des-Prés. Elle incarnait l'intelligence, la liberté, le mystère. Ses interprétations de Brel, de Ferré ou de Prévert donnaient à la chanson française une profondeur littéraire que Gainsbourg, jeune pianiste encore hésitant, admirait en silence. Gréco représentait ce que lui rêvait d'atteindre. L'élégance noire, la force des mots, la capacité d'envoûter un public par une simple présence. Mais l'admiration de jeunesse laissa place à la désillusion lorsque Gainsbourg accéda à la notoriété. Son style, désormais marqué par l'ironie, la provocation et l'ambiguïté, se heurtait frontalement à l'univers de Gréco. Elle, toujours vêtue de noir, défendait une chanson habitée par la poésie et la gravité. Lui, enfumé, alcoolisé, lançait des flèches empoisonnées dans ses textes et dans ses apparitions télévisées. Leurs rencontres furent rares, mais chaque fois marquées par une tension palpable. Gainsbourg, d'abord intimidé, finit par se montrer caustique, comme pour masquer son ancienne vénération. Gréco, de son côté, le considérait avec une forme de méfiance. Elle ne supportait pas ces outrances publiques, ni cette volonté de transformer l'art en provocation permanente. Pour elle, l'artiste devait éclairer, non pas choquer à tout prix. Dans des interviews, Gréco n'hésita pas à qualifier Gainsbourg de provocateur ricanant, réduisant ainsi son art à une suite de scandales médiatiques. Ces mots blessèrent profondément Serge, qui voyait dans cette critique la trahison de celle qu'il avait idolâtrée. Lui qui l'avait placé sur un piédestal, comprenait soudain qu'il n'y aurait jamais de reconnaissance réciproque. Cette fracture symbolisait pour Gainsbourg un douloureux passage, celui de l'élève qui se retourne contre son maître spirituel. Gréco incarnait à ses yeux une chanson noble mais figée, prisonnière d'une certaine gravité intellectuelle. Lui,
en revanche, voulait briser les carcans, mêler le trivial et le sublime, le sacré et le scandaleux. Deux visions irréconciliables qui transformèrent l'ancienne admiration en amertume persistante. À mesure que Serge Gainsbourg affirmait son style unique, la distance avec Juliette Gréco devint abyssale. L'ancienne idole qu'il admirait à ses débuts devint, peu à peu, l'incarnation d'un monde qu'il rejetait. Gréco défendait une chanson de haute tenue, où la poésie se devait d'être respectée comme une religion, où chaque mot comptait, pesait, prononcé comme une prière. Gainsbourg, lui, choisissait de profaner les codes, de jouer avec l'ambiguïté sexuelle, de transformer la chanson en arme de provocation massive. Leur rapport s'envenima à travers des déclarations publiques. Gréco, avec son franc-parler, jugeait Gainsbourg vulgaire et excessif. Elle le voyait comme un talent immense gaspillé dans des provocations calculées. Elle ne comprenait pas comment un auteur capable de raffinement pouvait s'abaisser à écrire des textes jugés scabreux. Ses critiques, relayées par la presse, résonnaient comme un désaveu maternel. Gainsbourg, lui, rendait les coups à sa façon. Derrière son ironie mordante, il exprimait une blessure, celle d'un fils spirituel rejeté par sa mère symbolique. Il accusait Gréco d'être trop coincé, trop attaché à une vision académique de la chanson, incapable d'accepter l'évolution vers des formes plus subversives. Pour lui, cette rigidité n'était rien d'autre qu'une forme de censure déguisée en exigence artistique. Le temps n'apaisa jamais cette opposition. Là où d'autres artistes avaient fini par se réconcilier avec Gainsbourg, Gréco garda ses distances, refusant de céder au jeu du scandale. L'incompatibilité devint définitive, presque mythologique. Deux géants de la chanson française, deux conceptions de l'art, deux univers irréconciliables. Lorsque Serge, à 62 ans, dressa cette liste intime des artistes qu'il ne pouvait pas supporter, le nom de Juliette Gréco y figurait comme une blessure ancienne jamais refermée. Elle n'était pas une ennemie au sens trivial du terme, mais l'incarnation d'un conflit plus profond, celui entre le sacré et le profane, entre la retenue et l'excès, entre l'ombre et la lumière. En vérité, en plaçant Gréco sur cette liste, Gainsbourg reconnaissait l'échec d'une rencontre rêvée. Ce qui aurait pu être une complicité artistique devint un malentendu irrémédiable, une incompatibilité scellée par les choix de vie et de création. Et dans cette distance irréversible, il y avait toute la mélancolie d'un homme qui n'a jamais su être accepté par ceux qui l'avaient d'abord vénéré. Numéro 1. France Gaulle. L'histoire entre Serge Gainsbourg et France Gaulle commence sous le signe de l'enthousiasme. Au milieu des années 60, la jeune chanteuse n'a pas encore 20 ans. Elle est la figure d'une jeunesse candide, souriante, promesse d'une carrière douce et lumineuse. Gainsbourg, déjà reconnu comme auteur-compositeur de grand talent, voit en elle l'interprète idéal pour ses textes. Entre l'auteur mûr et l'ingénue radieuse, l'alliance semble parfaite. C'est dans ce contexte qu'il écrit pour elle Poupée de cire, Poupée de son, qui remporte l'Eurovision en 1965. Le succès est immense. La France entière célèbre la victoire, et la chanson devient un symbole de l'ère yéyé. Pour France Gall, c'est une consécration. Pour Gainsbourg, c'est une preuve éclatante de son génie de parolier. Mais derrière les sourires et les trophées, une ombre commence déjà à se dessiner. Car Gainsbourg, fidèle à son goût de la provocation et du double sens, ne peut s'empêcher de glisser dans ses textes des allusions plus ambiguës. Ce jeu subtil, apprécié par certains pour son audace, allait bientôt provoquer un scandale retentissant. En 1966, il écrit pour Gall la chanson « Les sucettes ». Présentée comme une comptine légère sur des sucettes à l'Annie, la chanson cache, en réalité, une métaphore sexuelle explicite. France Gall, trop jeune et trop innocente à l'époque, interprète le morceau sans percevoir le double sens. Elle le chante avec conviction, croyant livrer une ritournelle innocente. Mais le public adulte, lui, comprend immédiatement la provocation. Très vite, la presse s'empare de l'affaire et le scandale éclate. Gall, humiliée, découvre qu'elle a été au centre d'une farce dont elle n'avait pas conscience. Elle se sent trahie, utilisée, exposée au rire et aux moqueries. Pour elle, ce fut un traumatisme. Elle déclara plus tard avoir pleuré en réalisant l'ampleur de la supercherie. La confiance qu'elle avait placée en Gainsbourg s'effondra brutalement. Pour Gainsbourg, l'intention n'était pas de blesser. Il voyait dans ce texte une astuce littéraire, un jeu d'images, une provocation artistique fidèle à son style. Mais il avait sous-estimé la vulnérabilité de son interprète. Là où il croyait provoquer un sourire complice, il créa une plaie profonde.
À partir de ce moment, la relation entre les deux artistes bascula irrémédiablement. Ce qui avait commencé comme une collaboration prometteuse se transforma en fossé impossible à combler. France Gall, de Muse innocente, devint malgré elle l'héroïne d'un scandale dont elle ne se remit jamais totalement. Et pour Gainsbourg, cette histoire illustrait l'un des paradoxes de sa carrière. Le génie du provocateur pouvait aussi laisser derrière lui des cicatrices qu'aucun chef-d'œuvre ne parviendrait à effacer. Après l'affaire des sucettes, rien ne fut plus jamais pareil entre Serge Gainsbourg et France Gall. Pour elle, ce qui devait être une étape joyeuse dans sa carrière se transforma en humiliation publique. Elle, la jeune fille sage que l'on associait à l'innocence des yéyés, se retrouva exposée au quolibet, prisonnière d'un texte qu'elle n'avait pas compris. Ce sentiment de trahison la marqua durablement. Dans ses confidences ultérieures, elle avoua avoir perdu confiance, non seulement en Gainsbourg, mais aussi dans le milieu qui avait laissé faire cette mascarade. Le scandale fut d'autant plus douloureux que Gall avait placé une confiance aveugle en son auteur. Elle voyait en Gainsbourg un mentor, un artiste raffiné, capable de lui offrir des chansons qui feraient grandir son répertoire. Mais derrière cette admiration, il y avait une asymétrie. Lui, maître du double sens, jouait avec les mots comme avec des armes. Elle, trop jeune, trop naïve, ne possédait pas encore les clés pour en décoder les pièges. Pour Gainsbourg, la rupture fut brutale. Il ne comprit jamais totalement la violence du ressentiment de Gall. Dans son esprit, la chanson relevait du jeu, d'une métaphore subtile qui n'était pas destinée à ridiculiser son interprète. Mais cette incompréhension ne fit qu'aggraver le fossé entre eux. Gainsbourg, fidèle à son image de provocateur, ne chercha pas vraiment à réparer le lien. Il laissa s'installer le silence, ce silence qui dura des décennies. De son côté, France Gall préféra effacer cette période de sa mémoire artistique. Elle refusa de chanter à nouveau certains titres, tourna la page de cette collaboration et choisit d'autres auteurs, d'autres univers. Pour elle, Gainsbourg devint un souvenir amer, l'exemple même d'un artiste brillant mais dangereux. Lorsque Serge Gainsbourg, à 62 ans, confia les noms de ceux qu'il ne pouvait pas voir en peinture, France Gall occupait la première place. Non pas par haine personnelle, mais parce qu'elle incarnait la blessure la plus vive, celle qui mêlait la confiance trahie et l'impossibilité du pardon. Elle représentait l'échec d'une relation qui aurait pu être l'une des plus belles pages de la chanson française. Et dans ce silence persistant, il y avait toute la mélancolie d'un homme qui, derrière ses provocations, savait aussi combien ses excès avaient brisé des liens humains irréparables. Pour France Gall, ce fut une cicatrice. Pour Gainsbourg, une solitude de plus, gravée dans la fumée de ses nuits parisiennes. À 62 ans, Serge Gainsbourg semblait déjà avoir vécu plusieurs vies. Derrière l'homme aux provocations, derrière le fumeur invétéré et le buveur de nuit blanche, restait un créateur d'une lucidité implacable. En révélant ces 5 noms, il n'exprimait pas seulement des rancunes personnelles. Il dessinait en creux son propre portrait, celui d'un artiste en guerre permanente avec les autres et avec lui-même. Michel Sardou, Françoise Hardy, Johnny Hallyday, Juliette Gréco, France Gall, chacun représentait une facette des contradictions de Gainsbourg. À travers eux, il affrontait les visions opposées de la chanson française, la tradition contre la subversion, l'innocence contre la provocation, l'idole populaire contre l'anti-idole. Ces rivalités ne furent pas des accidents, mais des jalons de sa carrière. Elle disait sa quête d'absolu, son refus de se soumettre à un système qu'il jugeait hypocrite. Dans sa maison du 5 bis rue de Verneuil, entouré de ses vinyles, de ses toiles, de ses bouteilles vides, Gainsbourg savait qu'il resterait seul face à ses contradictions. Mais cette solitude n'était pas stérile. Elle était le prix d'une liberté farouche. S'il avait voulu être aimé de tous, il aurait choisi la facilité. Mais Serge avait préféré la route la plus périlleuse, celle où l'on perd des amis, où l'on se crée des ennemis, mais où l'on laisse une empreinte indélébile. Et c'est sans doute là son ultime leçon. On ne devient pas une légende en cherchant le consensus, mais en acceptant d'être un éternel contradicteur. Serge Gainsbourg, l'homme aux colères et aux blessures, demeure encore aujourd'hui une figure incontournable, parce qu'il n'a jamais cessé de dire non.